Bienvenue sur La Fabrique à Polyglotte, le podcast qui va changer ta vision de l'apprentissage des langues. Je suis Coralie, ton hôte, et je suis là pour te montrer que devenir polyglotte, ça n'est pas réservé à quelques élus. Si tu as déjà rêvé de parler plusieurs langues couramment, alors tu es au bon endroit. Ici, nous allons briser les mythes de l'apprentissage des langues. Non, tu n'as pas besoin de talent extraordinaire ni de passer des heures interminables à étudier. Je vais te révéler des méthodes pratiques, des astuces inédites et des ressources précieuses qui vont transformer ton apprentissage autodidacte. Que tu sois débutant ou en quête de perfectionnement, la Fabrique à Polyglotte est ton compagnon de route idéal. Alors prépare-toi à explorer le monde des langues avec un nouveau regard et abonne-toi dès maintenant pour ne rien manquer de cette aventure multilingue. Quand on veut prendre en main ou reprendre en main son apprentissage des langues, comme son apprentissage de l'anglais par exemple, on peut ne plus savoir où donner de la tête entre les applications en tout genre qui existent, les écoles en ligne, les grandes institutions de langue, les séjours linguistiques à l'étranger, les clubs associatifs de notre ville, les cahiers ou livres assimiles et autres livres affriolants qu'on peut croiser à la Fnac, les centaines de chaînes YouTube qui nous donnent des hacks ou des tips ou des astuces en veux-tu en voilà, sans compter les milliers de comptes sur les réseaux sociaux qui nous inspirent, les podcasts, les abonnements privés, et les plateformes de mise en relation avec des tuteurs, les applications de tandem linguistique, bref, j'en ai déjà le tournis, et j'imagine que toi aussi. Et puis, dans tout cela, il y a aussi le coaching, et le coaching en neurolangage qui nous vient des connaissances développées par les neurosciences. Et c'est pour t'aider à envisager cette option-là, à comprendre le paysage de l'apprentissage des langues que j'ai fait cet épisode. Et pas toute seule. Aujourd'hui, on est accompagné de Paola Natalucci, qui est certifiée en Neurolanguage Coaching pour l'anglais. Et je sais que vous êtes beaucoup à vous poser des questions sur votre anglais. Pour aborder, donc avec sérieux, curiosité et une forme de légèreté, comme toujours, une légèreté émotionnelle, j'espère pas trop intellectuelle, bref, pour aborder les solutions que propose cette discipline du Neurolanguage Coaching, discipline relativement récente, j'ai envie de répondre à tous ceux qui se sont dit un jour « Ah, si seulement je pouvais parler telle langue ». J'ai tout essayé avec cette langue, avec mon anglais, et rien n'y fait. Je suis une buse en langue. Vraiment, je suis mal foutue. J'ai le cerveau monté à l'envers. Pourquoi cette personne n'y arrivait pas, moi ? C'est de l'inné les langues, et moi j'ai pas le truc des langues, tu vois. Bref, si tu t'es dit une de ces phrases un jour, reste bien jusqu'au bout de l'épisode, parce qu'il a été pensé pour toi. Et on va poser à Paola toutes les questions qui t'aideront à choisir comment toi, en tant qu'adulte, tu peux reprendre les rênes de ton apprentissage des langues, reprendre les rênes et la confiance de ton anglais, par exemple, mais ça s'applique d'ailleurs à toutes les langues, en quoi le coach diffère du tuteur, du professeur de conversation, en quoi le travail individuel diffère du travail de groupe, qu'est-ce que le coaching en neurolangue ajoute au coaching plus traditionnel. Bref, ce sont tout un tas de questions qui nous habitent sur ce sujet, alors sans plus tarder, je te laisse te faire une idée plus précise sur cette discipline et affiner ta lecture du paysage de l'apprentissage des langues avec cette interview. Bonne écoute. Bonjour Paola, je suis ravie de t'avoir sur la Fabrique à Polyglotte. La première question que je vais te poser, la première question habituelle sur ce podcast, c'est quelle apprenante tu es ? Comment tu es tombée dans le bain des langues et combien de langues est-ce que tu parles ? Alors, bonjour Coralie, bonjour aux écouteurs, c'est un plaisir d'être ici. Moi, j'ai grandi depuis petite en parlant italien et anglais parce que mes parents sont italiens. Je parle le français, l'espagnol, l'allemand, le thaïlandais à niveau intermédiaire parce que j'ai habité à Bangkok 4 ans. Et je parlais le turc parce que j'ai habité à Istanbul. Donc, ça aussi donne un élément sur le type d'apprenant que je suis parce que je suis une apprenante pragmatique. Quand je suis dans un lieu, je fais l'effort d'apprendre la langue parce que ça donne un autre type d'accès à la société où on vit. Pour moi, en fait, les relations sont un grand stimulus. La lecture, c'est quelque chose qui me motive beaucoup. Et le cinéma, donc les histoires. Je suis un peu un petit story junkie. Aujourd'hui, tu es coach spécialisé dans les neurolangues. Et ma question, c'est pourquoi être allé vers cette discipline-là, le coaching? C'est quoi la différence entre un professeur de langue et un coach de langue? Et un coach de langue formé aux neurosciences comme tu l'es? La différence entre un prof et un coach, c'est la relation entre le prof et l'apprenant. Parce que dans le coaching, la personne qui apprend une langue et la personne qui transmet cette connaissance sont au même niveau. Il n'y a pas exactement cette attitude du prof qui dit « Ok, aujourd'hui on fait ça et demain on fait cet autre thème et on le fera dans cet ordre et on parlera de ces arguments. » Il y a beaucoup de personnalisation. Il y a aussi, on demande permis. Est-ce que ça va si on fait ça? Est-ce que ça va si on fait ça? Et il semble une différence seulement sémantique, mais ce ne l'est pas.
Parce que en demandant à la personne en face de toi, est-ce que ça va si on fait ça? Est-ce que ça va si on fait ça? Qu'est-ce que tu penses de ça? Ce qui se passe, c'est que la personne prend charge de son processus d'apprentissage et doivent contribuer. Donc, tu es là pour aider le comment et le quoi, mais le thème, c'est la personne qui apprend, qui le décide, au moins dans le type de coaching que moi je fais. Et aussi, le coaching a beaucoup d'attention sur le côté émotionnel. On fait attention à créer une bonne ambiance. C'est un peu plus holistique. Moi, j'utiliserais ce mot, un prof. Et moi, j'ai été prof pendant 20 ans, quoi. Donc, et je pense que ce n'est pas ce que une chose est bonne et l'autre est négative, hein. Il faut aussi avoir un prof de langue. Mais un coach peut aider, surtout pour passer du niveau intermédiaire à un niveau avancé. Parce que quand on est en train d'apprendre avec le niveau plus élémentaire, avoir une guide, c'est bien, c'est normal. Mais le problème, c'est que beaucoup de gens ont le problème à passer de intermédiaire à avancé, à être à l'aisance dans le parler. Et c'est là que le coaching peut aider. Ce qu'on fait avec le Neuro Language Coaching, c'est de donner beaucoup d'attention à l'état mental. On a beaucoup de parties dans notre cerveau, mais beaucoup de gens sentent quelque chose de très similaire au panique quand ils doivent parler une langue étrangère. L'anxiété, la peur, tout ça réside dans l'amygdale, qui est la partie qui processe le stress, le danger. Ce qui se passe si on active l'amygdale, et je crois que tout le monde ici qui écoute, et toi aussi, et moi aussi, on a tous eu un prof ou une prof qui nous faisait un peu peur parce qu'il n'était pas patient. Ce genre de choses, c'est exactement ce qui n'aide pas le cerveau à être dans un état d'apprentissage optimal. Donc, ce qu'on essaie, c'est de toujours garder le cerveau dans une situation d'apprentissage optimal qu'on appelle le flow. On joue un peu avec les différentes ondes électromagnétiques du cerveau parce que ton état émotionnel s'exprime dans ton cerveau en ondes, je crois que c'est ça le terme en français. Moi, c'est mon quatrième langue. Et donc, tous nos états d'âme s'expriment dans notre cerveau. Et un cerveau stressé est un cerveau qui n'apprend pas. Et donc, c'est aussi un peu de travail de mindset pour garder le cerveau calme. Ok, tu as fait cette erreur. Pourquoi c'est une erreur? On parle beaucoup de la langue au niveau analytique. On parle beaucoup de la langue comme objet. Dans le coaching, il y a beaucoup de conversations sur la langue pour développer la conscience linguistique parce que l'objectif d'un coach est de disparaître, de ne pas être utile. Et aussi, on travaille beaucoup avec l'instrument du coaching en soi, qui est l'établissement d'objectifs. C'est l'apprenant qui choisit les objectifs, qui choisit la quantité de temps qu'il pense dont il aura besoin pour travailler sur ses objectifs. Et mensuellement, plus ou moins, tous les 4 semaines, on fait un check. Donc, comment ça va? Comment tu te sens sur l'objectif 1, l'objectif 2? Donc, c'est beaucoup de choses. J'ai essayé de donner un peu d'informations sur les neurolangues et sur l'instrument de coaching. Le Neuro Language Coaching unit un peu l'instrument de la neuroscience et du coaching qui donne une structure. Moi, j'ai choisi de passer de l'enseignement au coaching parce que pour moi, l'enseignement n'était plus assez. Toi, tu fais un accompagnement uniquement pour l'anglais, si je ne me trompe pas. Ouais. Pourquoi cette langue-là? Est-ce que c'est parce qu'il y a beaucoup plus de demandes? Est-ce que c'est parce que c'est une langue que tu as appris dès petite? Moi, j'ai travaillé comme prof d'italien quand j'étais beaucoup plus jeune. Et j'adore enseigner l'italien aussi parce que c'est partager ta culture et les nécessités des personnes qui apprennent l'italien sont toujours très légères. Oui. Parce que c'est une langue boutique. On apprend l'italien parce que c'est beau. Donc, tu sais, ça aussi c'est différent. Et c'est pour ça que je dis peut-être dans le futur, je vais retourner à ça parce que c'est très divertido. Je ne sais pas pourquoi les mots me viennent en espagnol. C'est très drôle. Ce qui se passe avec l'anglais, je crois que l'anglais a une capacité de changer des vies que l'italien n'a pas. Parce que moi, j'ai travaillé dans plusieurs pays comme la Turquie, comme la Thaïlande, comme l'Argentine, où les gens ont besoin de faire des visas pour aller étudier ou travailler dans un autre pays. Moi, j'adore la charge
transformationnel, disons, qui a notre travail parce que c'est un travail utile. Et c'est mal payé très souvent, l'enseignement, c'est difficile, c'est compliqué, c'est pas assez respecté, mais c'est un travail immensément utile et immensément transformationnel pour les vies des gens qu'on rencontre. Donc, moi, je suis une petite idéaliste, donc on peut être d'accord qu'il n'est pas juste que l'anglais soit une langue tant puissante, beaucoup plus que les autres, mais c'est comme ça. Et donc, moi, comme j'ai déjà dit, moi, je suis une personne très pragmatique. Donc, c'est comme ça. On ne peut pas le changer. Pourquoi pas ne changer la perspective et l'utiliser à notre faveur? Parce que moi, je l'ai fait. Et ça fait 20 ans que je voyage dans le monde en enseignant l'anglais, pas l'italien. Je comprends, c'est pour avoir un vrai impact Exactement. et apporter un changement considérable dans la vie des gens. Et souvent, une fois qu'ils ont pris confiance avec l'anglais, ça peut leur permettre de s'ouvrir d'autres portes pour l'espagnol, pour l'allemand, pour d'autres langues. Exactement. Est-ce que les blocages auxquels tu apportes des solutions pour tes coachés, c'est des blocages que tu as eu toi-même, que tu as eu à traverser quand tu as appris des langues, ou au contraire, toi, tu as eu des facilités avec les langues et c'est plus facile pour toi d'accompagner les blocages de tes coachés? Non, malheureusement, j'ai pas de honte. J'ai jamais eu de blocage. Très souvent, les gens qui travaillent avec moi sont déjà un peu introvertis, un peu timides, qui manquent de confiance en soi. C'est le caractère, on ne peut pas changer ça, mais on peut changer ses habitudes cognitives. On peut changer sa perspective sur les choses. Il faut pas changer sa personnalité parce que on est dans un monde de gens extrovertis qui hurlent tout le temps. Il nous faut avoir aussi des introvertis entre nous. Mais pour l'apprentissage de langue, pour vaincre ces blocages, moi, ce que je dis toujours, c'est tu dois perdre ta honte. Et comment on fait ça? Comment on perd la honte? Il y a beaucoup de manières de rationaliser. Parce que moi, je ne peux pas être un modèle au niveau des blocages parce que je ne laisse pas que le perfectionnisme me bloque. Ça, c'est un des problèmes les plus communs. Absolument. Les gens disent non, mais moi, je vais attendre jusqu'à ce que je peux le faire parfaitement, quoi. Ben alors, tu le feras jamais parce que la perfection n'est pas de ce monde. Très souvent, c'est aussi une question d'image de soi qui bloque les personnes. Donc, oui, ce que je fais de mon perspective de personne sans honte, c'est d'aider les personnes à dire, OK, mais c'est quoi vraiment ta peur? Oui, parce que ça repose toujours sur des peurs fondamentales qui sont d'être rejeté, d'être repoussé, de mourir finalement. Est-ce que l'accompagnement en neurolangue ou en neurosciences, c'est uniquement pour les personnes timides ou les personnes introverties ou les personnes qui ont peur? Comment je peux identifier, moi, que j'ai besoin d'un accompagnement en neurocoaching pour mon apprentissage des langues? Moi, je dirais, pour le savoir si c'est une bonne idée d'essayer ce type d'accompagnement de Neuro-Language Coaching, c'est une question de sentir. Si tu te sens très désespéré, si tu dis « Ah non, moi, jamais je vais apprendre cette langue, mais moi, jamais je pourrais faire ça », si tu parles dans des termes absolus, c'est que ça va au-delà de la langue, déjà. Quand on parle dans des termes absolus, avec des jamais, avec des toujours, la langue nous parle de nos pensées et de nos sensations. Donc, mais si tu sens tant fort, ça signifie que peut-être il y a un blocage qui n'a rien à voir avec la langue, qui semble avoir quelque chose à faire avec la langue, mais c'est une peur qui te protège, comme on disait avant. C'est le bon moment pour essayer quelque chose de nouveau, parce que quand je parle avec les clients qui arrivent, ils me disent « Regarde, moi, j'ai fait des millions d'heures de cours d'anglais, mais j'ai encore peur. Mais c'est bien d'avoir des retos, comment ça se dit, des challenges, tu vois? Voilà. Tu peux laisser tout ça dans l'enregistrement final parce que c'est un exemple. Moi, je suis à niveau intermédiaire en français, mais on m'a demandé d'envoyer une proposition de conférence en conférence de profs de français pour apporter une perspective étrangère d'apprenante de français qui est aussi prof. Si ça va, moi je devrais parler en face de presque 300 personnes. Je suis terrifiée, mais ça va, parce que c'est comme ça qu'on fait le progrès. C'est bien de replacer les choses dans leur contexte, que parler une langue, c'est pas passer continuellement en examen où on sera noté toujours sur notre capacité à maîtriser des structures grammaticales ou un type de vocabulaire précis. Mais c'est être capable de, dans une situation donnée, communiquer son idée. Et puis de toute manière, la peur, elle partira jamais.
Parce qu'on aura toujours des défis de plus en plus grands dans la 60 langue qu'on personnes dans apprend. une salle, moi je suis terrifiée là. Mais Je comprends. mon contact m'a dit, je te prohibe de dire non. C'est Ok. c'est aussi très bien d'avoir des alliés dans son parcours. C'est ça que le coach fait aussi. De ce que je comprends dans le Neuro-Language Coaching, on travaille principalement sur le fait de débloquer quelque chose qui est émotionnel. Comment ça ressemble à une séance où tu as quelqu'un, par exemple, en face de toi qui est très stressé? Comment tu vas, pour illustrer la chose, comment tu vas l'aider à se détendre? Ça change clairement aussi de personne à personne parce que c'est le genre de choses où il y a beaucoup de la personnalité de coach. Moi, j'utilise beaucoup aussi l'humeur, comme tu as déjà vu, parce que pour moi, vraiment, maîtriser l'humeur, c'est une manière hyper efficace de contrôler l'attention. Autre chose, il y a beaucoup d'espace pour le silence dans le coaching. Donc, tu ne complètes pas les phrases de ton client. Si le mot ne lui vient pas, tu ne l'aides pas, parce que c'est pas forcément qu'il ne sait pas le mot. Des fois, il a seulement besoin de temps de processement, de recalling, on dit en neurosciences, de recalling de vocabulary. Des fois, c'est un peu plus long. Donc, silence, calme, rythme lent. Une autre chose qui est très commune, c'est aussi de ne jamais faire poser des questions trop directes. Donc, on n'utilise jamais le mot pourquoi, blablabla, bla, 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 comment, blablabla, bla, 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 parce que même si tu poses ces questions de manière gentille et relaxée, apparemment pour le cerveau, pour certains cerveaux, ça peut créer de la tension. Ah, je dois motiver ma réponse. Ah, ok. Je dois expliquer un processus. Ok. Donc, il y a beaucoup de paraphrases dans le coaching et ça, ce sont toutes des micro-actions qui aident le cerveau à se calmer. Autre chose très importante, on essaie de travailler avec l'apprentissage conscient et inconscient. C'est pour ça que je dis que c'est une discipline assez holistique. Et c'est pour ça que je l'aime bien, parce que dans chaque session, on a, disons, 2 sections. Une qui s'occupe plus de maîtrise et une qui s'occupe plus de la mécanique. Figure-toi, on l'appelle mécanique et pas grammaire parce que c'est démontré qu'il y a des personnes qui écoutent le mot grammaire et ils ont une réaction lambique. Ah, grammaire, école, terrible, non, je cours. Ah. Donc, on l'appelle parlons de la mécanique de la langue. Le present perfect, comment ça marche? Ce qu'on fait, on voit, qu'est-ce que tu sais déjà? Ok, cool, explique-moi. Et puis, on essaie de le mettre en pratique. Quand on est adulte, on apprend avec le scaffolding. Ça signifie la construction de la langue est quelque chose qu'on fait rationnellement après l'âge de 7 ans. Quand on est adulte, c'est une bonne idée de comparer la langue qu'on apprend, la structure de la langue qu'on apprend, à la structure de la sienne. Comparer. Donc, ok, comment ça marche en italien? Comment ça marche le present perfect? Ok, d'accord. Et avec l'utilisation, qu'est-ce que tu me dis? Donc, c'est une conversation très tranquille. Il n'y a pas de possibilité de faire erreur là-bas parce qu'on est en train de bavarder, quoi. C'est pas défendu de parler sa langue, c'est encouragé. Et la partie de maîtrise, cette partie de mastery, là, tu n'analyses pas. C'est une approche plus phraséologique, plus de chunk, des parties de langage. Tu vois, là, il y a beaucoup de manières de le mettre en pratique qui dépendent aussi du client. C'est le client qui décide. Nous, on donne des options quand on fait le plan initial de coaching pour la partie mécanique et pour la partie de maîtrise. Et c'est le client qui choisit. Est-ce que c'est facile pour les personnes que tu accompagnes de se fixer des objectifs? La première fois, les gens sont un peu perdus. Ils disent, mais qu'est-ce que je sais, moi? Ben, c'est toi la prof, non? C'est toi qui dois me dire quoi faire, non? Et donc, je lui dis non. On a un premier appel, normalement, qui dure assez de temps. C'est 1 heure et quart. Un appel diagnostic, disons, où on aide les personnes à trouver ses objectifs. On est en conversation. Et puis, je lui dis, regarde, moi j'ai écouté ça. Qu'est-ce que tu en penses de ces thèmes? C'est pour être l'utilisation de l'article. Moi, je les écoute parler et puis je lui donne des options. C'est important, ça, de lui donner tant d'autonomie parce que des fois, j'ai eu des gens qui disaient, mais tu me poses trop de questions. Je te promets que prendre tant de décisions, ça va t'aider à avancer parce que tu ne sentiras jamais l'obligation de rien. Mais c'est vraiment un équilibre très délicat à trouver entre je crée un cadre pour toi
et en même temps, je te donne les outils pour te responsabiliser. Moi, j'ai absolument aucune formation de coach. J'ai fait seulement des cours de conversation pendant 1 an. Et c'est vrai qu'au début, pour créer des plans sur 12 séances, 6 séances, 18 séances, je prenais un premier rendez-vous qui était sur qu'est-ce que tu veux faire avec le français, puisque j'accompagnais pour le français. Et c'est vrai que j'étais confrontée à des personnes qui ne sont pas du tout habituées à décider pour les langues. Ils étaient assez perdus et j'avais pas les outils du coaching ou du neurolanguage coaching pour les amener à se responsabiliser. Mais je sais que quand on a emmagasiné très fort les mécanismes de l'école, on n'est plus habitué à décider et à comprendre qu'on peut choisir ce qu'on apprend dans une langue, en fait, parce qu'une langue, c'est hyper vaste. Mais en tout cas, déjà, là, tu as répondu à plein de questions que j'avais en tête. Les questions que je me posais, c'est est-ce que c'est uniquement un accompagnement émotionnel ou est-ce qu'on va dans le dur et dans la grammaire? Tu m'as dit qu'on apprend tout ce qui est mécanique. Et une autre question qui me vient, c'est comment toi et comment les coachés ils mesurent leur progrès? C'est ce que je disais, c'est très important parce que on mesure le progrès avec la personne. Le contrôle qu'on fait du progrès, c'est avec le contrôle périodique des objectifs que je disais avant. Moi, normalement, je le fais tous les 4 sessions. C'est une conversation spécifique de quelques minutes où on regarde les objectifs qu'on avait et on dit, OK, ça, on a travaillé sur ça. Comment tu te sens? Est-ce que c'est plus clair? Si la réponse est oui, très bien. Prochain objectif. Si on ne se sent pas encore forcément bien, alors on travaille encore. Je crois que c'est la meilleure manière. Tu lui demanderas ça dans son target language. Donc, il devra déjà te dire en anglais, est-ce que ça va, ce point ou pas? Et si toi, comme coach, tu peut-être n'es pas d'accord, tu dis, ah, peut-être, non, il croit que c'est clair. Des fois, on ne sait pas ce que l'on ne sait pas, non? Donc, on ne lui dit pas, non, tu n'as rien compris, il faut continuer. On le met en question. Donc, est-ce que tu es sûr que tu as compris ce point-là? Parce que j'ai écouté quand on a fait une pratique de mécanique qu'il y avait cette question. C'est très spécifique. Donc, encore une fois, c'est pas sur la personne, mais sur le point de langue. Parce que parler de la personne parlerait dans sa tête, de la valeur de la personne. Oh non, j'ai rien, même avec le coaching, je n'ai pas pu. Comme je travaille avec les privés, je n'aime pas les standardized tests. Ce genre la situation de test déclenche déjà une réaction lambique. Le coaching, le premier coach de l'histoire, c'était Socrate. C'est une approche vraiment socratique. Le dialogue, l'approche dialogique de coaching, c'est ce que j'aime, moi, de coaching, parce que c'est très respectueux. Devoir répondre à des questions, analyser toi-même, analyser ta langue, analyser ta capacité d'expression, et ça déclenche une évolution presque automatiquement. Mais c'est vrai que l'auto-évaluation, c'est un des outils, je ne sais pas si ça découle directement des neurosciences ou quoi, mais certaines applications qui se basent sur les neurosciences, je pense par exemple à Mosalingua, intègrent des petits moments d'auto-évaluation parce que ça aide à se situer. La question que je voudrais te poser, c'est est-ce que, il y a des moments où on a absolument besoin de passer par quelqu'un d'autre, d'être accompagné par quelqu'un en individuel, ça c'est évident. Est-ce que tu crois pour autant que des personnes plus autonomes peuvent s'auto-coacher, peuvent utiliser sur elles-mêmes des outils de coaching, ou alors est-ce qu'il faut nécessairement passer par quelqu'un d'autre, par un autre cerveau? Alors, moi, je vois qu'avoir fait une formation de coaching, que même mon rapport avec moi-même, ça a changé. Je crois qu'il est absolument possible de se auto-coacher après qu'on a fait du coaching au moins une fois. Oui. Il y a beaucoup de personnes comme toi, ce que tu disais sur tes cours de conversation, déjà tu te bougeais déjà dans la direction de coaching en demandant pourquoi tu veux apprendre le français. Donc, il est absolument possible de faire de self-coaching si quelqu'un te donne les instruments, au moins une fois. Parce que, comme je disais, mon objectif, c'est de devenir inutile. Il y a beaucoup de réflexions sur soi-même, sur tous les mensonges qu'on se raconte des fois pour se protéger. Agir et réagir, c'est pas la même chose. Donc, si tu fais un peu de coaching, moi je crois que dans ta vie en général, ça va t'aider beaucoup, exactement comme la psychothérapie, qui va beaucoup plus en profondité, à être moins réactif. Donc on peut dire que le coaching en neurosciences, c'est presque
une école où on va découvrir tous les outils du neurocoaching qu'après, éventuellement, plus tard, on pourra appliquer dans sa vie. Et tu fais bien de le dire, toute la maîtrise émotionnelle qu'on peut gagner dans le terrain des langues, qui est rarement un terrain vital, c'est quelque chose qui va nous servir dans toutes les situations. C'est des choses qu'on gagne pour toute sa vie en général. Et la vraie liberté, dans l'existence, c'est de ne pas être un espèce de petite chose qui réagit en permanence, mais d'être capable de dire « Ah, il vient de se passer ça, je choisis ma réaction ». Alors, c'est évidemment un processus assez long. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais c'est la vraie liberté, je crois. C'est ce que les bouddhistes appellent pratiquer la pause. Ça, c'est intéressant. Hein? Dans le Neuro Language Coaching, quand on fait les cours, la positivité de la non-réactivité, de pratiquer la pause, c'était Bouddha qui le disait, c'est la psychothérapie. C'était Viktor Frankl, qui est un philosophe autrichien que je conseille vraiment à tous de lire dans quelconque traduction vous trouvez. Et c'est aussi, par exemple, un des astuces que je donne toujours à mes clients. Tu parlais du fait que tu avais d'autres formations qui t'intéressaient. Comment tu vois l'avenir du Neuro Language Coaching? Moi, je parle de mon académie parce que c'est ce que je connais, avec Madame Rachel Paling, qui aussi habite près de Barcelone. Elle a commencé avec les profs de langue, mais je vois qu'elle fait des cours maintenant aussi pour les professeurs d'autres matières, parce qu'ils ont commencé à contacter l'école en demandant s'il y avait des cours aussi pour les profs d'autres matières. Je crois et j'espère que cette conscience majeure du public général, de l'importance possible du coaching, de l'importance possible de la neuroscience, de connaître le fonctionnement du cerveau aussi au niveau très basique. J'espère aussi qu'on prendra de plus en plus en compte l'émotion, mais tu as raison, dans toutes les matières, un professeur, un bon pédagogue, normalement, arrive à gérer l'émotion de ses élèves. Si parmi les gens qui nous écoutent, il y a des personnes convaincues qui veulent faire appel à toi pour leur anglais, où est-ce qu'on peut te rejoindre? Moi, je dirais que la chose la plus facile, c'est de me trouver dans LinkedIn. Il y a tout aussi les références à ma web. Je l'ai créé parce que je voulais donner des petits instruments de self-coaching. Donc, on peut décharger une petite guide que j'ai fait. Et de l'autre côté, j'ai aussi fait un petit guide pour faire des self-talk practice, donc des pratiques pour parler toute seule, ce que je disais avant, parler toute seule en s'enregistrant. Effectivement, les guides seront en description de l'épisode. Est-ce que tu as une personne en tête, une personne francophone qui devrait aussi venir à la Fabrique à Polyglotte pour y partager son savoir sur les langues? Oui, c'est Julie Lecomte qui, dans Instagram, a un nom très, très, très sympa. Moi, je suis amoureuse de son nom. Julie The French. Okay. Je crois que peut-être avec elle, tu pourrais parler de l'importance de l'humeur. Ah oui. C'est ce que je disais au début. L'humeur, c'est une des armes les plus utiles contre la peur, contre l'anxiété. L'humour comme arme pour apprendre. Cool. Maintenant, je vais te laisser la dure tâche de clôturer cet échange. Je te donne le mot de la fin. Qu'est-ce qu'on va retenir absolument sur le Neuro Language Coaching? C'est seulement, encore une fois, une question de changer ses habitudes et ses préconcepts sur ce qui est l'apprentissage de langue. Donc, moi, ce que je dis toujours avec le Neuro Language Coaching, moi, je commence avec la langue, je travaille sûrement sur la langue parce que moi, je ne suis pas psychothérapeute, mais je vois des changements au-delà de la langue qui me rendent normalement très heureuse dans la vie des personnes qui bossent avec moi. Donc, c'est cool. Merci beaucoup d'être venue, Paola, sur ce podcast. Merci d'avoir écouté cet épisode de la Fabrique à Polyglotte jusqu'à la fin. J'espère sincèrement qu'il a été enrichissant pour toi. Si c'est le cas, j'ai une faveur à te demander. Pour soutenir notre communauté polyglotte grandissante, pourrais-tu prendre un instant pour attribuer 5 étoiles à ce podcast sur ta plateforme d'écoute et le partager autour de toi? Ton soutien, c'est la clé de la longévité de ce podcast. Je te remercie chaleureusement pour ce geste. Et en attendant notre prochain rendez-vous, je te souhaite d'incroyables conversations en langue étrangère. Mais surtout, reste curieuse, reste curieux.